Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News pour votre rendez-vous avec le sport. Quel plaisir de vous retrouver encore pour les dernières infos de la planète sportive. Un programme chargé, alors sans plus attendre, on y va. Et je vous propose d'ouvrir cette émission par l'actualité d'une grande championne, c'est celle de Serena Williams qui est décidément la reine des cours. Elle remporte son 18e grand titre du Grand Chelem, le 6e à l'US Open. Elle s'est imposée face à Caroline Wozniacki en 2-7, 6-3, 6-3. L'américaine a rejoint ainsi Chris Evert et Martina Navratilova, pleine de modestie. Elle a du mal à croire à ce qui lui arrive. Le récit de Michael Friedman. C'est devant la légendaire tenniswoman Billie Jean King que Serena Williams et Caroline Wozniacki se sont affrontées en finale de l'US Open. D'un côté, l'américaine, double tenante du titre et à la recherche d'un fabuleux triplé, et de l'autre, la danoise, toujours en quête de sa première victoire en Grand Chelem. La numéro 1 mondiale avait également l'envie d'effacer une saison plus que moyenne où elle n'a jamais atteint la seconde semaine dans aucune des compétitions majeures. Williams, qui n'a perdu aucun set sur l'ensemble du tournoi new-yorkais, continue sur sa lancée et s'attribue facilement le premier set, 6-3. Alors que la tête de série numéro 10 semble relever la tête lors de la seconde manche, Serena est intraitable et s'envole à nouveau, 5-3. Le dernier jeu n'est qu'une formalité et c'est sur un revers trop long de Wozniacki que l'américaine s'adjuge son 3e US Open consécutif, le 18e Grand Chelem de sa carrière. C'est enfin le numéro 18. J'essaye de l'atteindre depuis un bon bout de temps, enfin depuis le début de la saison. Je n'étais pas sûre de l'obtenir ici. Je me suis sentie tellement bien. Serena Williams entre un peu plus dans la légende. Elle rejoint ainsi au panthéon du tennis Chris Evert et Martina Navratilova. Mais elle reste néanmoins à 6 unités de l'Australienne Margaret Smith Court. Ça veut dire tellement de choses pour moi. Je n'aurais jamais imaginé un jour être aux côtés de Chris Evert et de Martina Navratilova. J'étais juste une enfant avec un rêve et une raquette. Je vivais à Compton, en Californie. Ça n'est jamais arrivé avant. Vous savez, je n'aurais jamais imaginé que cela puisse finir. Enfin, pas finir, ça ne fait que commencer. Malgré une quinzaine impressionnante, Caroline Wozniacki sort la tête basse et devra patienter avant de célébrer sa première victoire majeure. Nous étions toutes les deux un peu nerveuses au début. Je savais qu'il fallait prendre ma chance d'entrer. Nous avons augmenté notre niveau de jeu au second set, mais c'était déjà un peu tard pour moi. Elle a pris les choses en main, elle était très agressive dès le début. Elle ne m'a pas laissé dicter les échanges comme je le voulais. Adversaires sur le court, les deux joueuses se respectent pourtant énormément en dehors des terrains. Oui, nous allons sortir ce soir. Et c'est moi qui paierai ma tournée. Malgré les sourires et la bonne ambiance, Serena Williams s'est déjà tournée vers de nouveaux objectifs. Et pourquoi pas battre le record de 24 succès en Grand Chelem. Et puis tennis toujours, regardez ces images émouvantes de la légende du tennis féminin Martina Navratilova. La joueuse tchèque a demandé sa compagne en mariage. Écoutez. Nous sommes ensemble depuis 6 ans et je ne peux pas imaginer le reste de ma vie sans toi. Donc Julia, peux-tu me faire l'honneur un jour prochain? S'il te plaît, épouse-moi. Dis oui, non ou peut-être. Pas peut-être. Ok, alors peut-être que tu vas me dire non. Mon genou me fait mal. Non. Donc oui? Oui. Et tennis toujours, jolie victoire pour les jumeaux Bob et Mike Bryan qui viennent de remporter leur 5e victoire en double masculin à l'US Open. C'est un record et c'est aussi leur 100e titre. Les Américains ont gagné cette fois-ci contre les Espagnols Marcel Granollers et Marc Lopez en 2-7, 6-3, 6-4. Les deux frères ont désormais gagné au moins un titre de Grand Chelem ensemble par an depuis 10 ans. Travailler en famille, décidément, eh bien, ça fonctionne parfois très bien.
Allez, on va ouvrir une page football à présent avec les matchs de qualification pour l'Euro 2016. C'est parti, 2 ans de rencontres à travers l'Europe pour pouvoir participer à la compétition qui se jouera, je vous le rappelle, en France. Dans le groupe D se trouve le champion du monde en titre allemand. Après sa lourde défaite en match amical face à l'Argentine, eh bien, la Nationalmannschaft a débuté sa campagne par une victoire sur l'Écosse de buts à 1. Un doublé de Thomas Müller a suffi aux hommes de Joachim Löw pour une courte victoire. Les Allemands ne sont pas encore à 100% et ont dû s'employer à ne pas subir de mauvaises surprises. On écoute tout de suite le sélectionneur allemand. En première mi-temps, nous avions le contrôle total sur le jeu. Nous avons pressé notre adversaire contre les cordes. Ils n'ont presque eu aucune occasion, alors que nous en avons eu de nombreuses pour marquer. Mais en seconde mi-temps, nous avons perdu le contrôle. On a raté quelques occasions et laissé l'Écosse se rapprocher de nous. Et toujours dans le groupe D, l'Irlande s'est imposée 2-1 en Géorgie et la Pologne souhaite la bienvenue à la nouvelle sélection de Gibraltar avec un cinglant 7-0. À noter le quadruplé de Lewandowski. Dans le groupe F, l'Irlande du Nord, la Roumanie et la Finlande s'imposent à l'extérieur, respectivement contre la Hongrie, la Grèce et les îles Féroé. Enfin, grosse surprise dans le groupe I, puisque le Portugal s'incline à domicile contre l'Albanie. Le Danemark, de son côté, s'impose contre l'Arménie sur le score de 2-1. Alors la France, elle, est qualifiée automatiquement en tant que pays organisateur, mais fait partie du groupe I et s'est donc déplacée en Serbie pour un match amical. Après un bon match contre l'Espagne, Didier Deschamps a fait tourner l'effectif pour tester des nouvelles options. Eh bien, c'était un pari raté pour le sélectionneur français puisque les Bleus, malgré l'ouverture du score par Pogba, concèdent le match nul 1-1. C'est le résultat final. On écoute tout de suite Didier Deschamps. Notre objectif, c'était de gagner. On gagnait un moment, mais... J'oublie pas aussi que Hugo Lloris a fait une double parade à un moment où on aurait pu encaisser un but. Donc, mais en termes d'occasion, c'est vrai qu'on aurait pu être un peu plus efficace ce soir. Et d'autres rencontres se jouent aujourd'hui. L'Espagne, le champion d'Europe en titre et champion du monde déchu, repart à la conquête de sa gloire passée après un match amical compliqué. Face aux Français, les Espagnols reçoivent la Macédoine dans le groupe C. Mais sans ces cadres retraités ou blessés, c'est avec une équipe rajeunie et inexpérimentée que Vicente Del Bosque repart à la conquête de l'Europe. Il faudra donc reconstruire, rebâtir avec des nouveaux joueurs. Et d'ailleurs, Cesc Fabregas s'est exprimé à ce sujet. On l'écoute. À l'évidence, avec une nouvelle génération de joueurs, de nouveaux visages, beaucoup de choses vont arriver dans l'équipe nationale. Nous savons qui nous sommes. Nous savons ce que nous voulons faire avec ces nouveaux joueurs. On ne peut pas demander à un jeune joueur d'être le nouveau Xavi Hernandez, ou bien à un jeune attaquant comme Paco Alcácer de devenir le nouveau David Villa en un jour. On a besoin de temps, d'entraînement et de beaucoup de matchs. Quand on commence quelque chose de nouveau, on a besoin de beaucoup de matchs, de vivre ensemble, d'entraînement. On va perdre, on va gagner, mais le plus important, c'est d'être unis et de savoir ce à quoi nous voulons aboutir. Et pour ce que j'ai pu voir pour le moment, tout semble positif. Alors dans le groupe E, l'Angleterre a fait son entrée face à la Suisse après une Coupe du Monde complètement ratée où les 3 Lions ont été éliminés dans les poules. Les hommes de Roy Hodgson ont beaucoup à prouver, une équipe jeune et dynamique qui n'attend que prouver à l'Europe que les inventeurs du football se sont bien eux. En attendant, Wayne Rooney, le nouveau capitaine anglais, s'est exprimé avant la rencontre. On l'écoute. C'est un bon match à jouer. C'est sûrement le match le plus dur à jouer de ce groupe et nous voulons parvenir à obtenir un bon résultat. Je crois que nous sommes prêts et nous avons eu du temps cette semaine pour bien nous préparer pour cette rencontre. Nous sommes prêts pour le match. Nous sommes excités et nous avons hâte d'y être. Cela va être un gros test, nous le savons, mais nous savons aussi que nous avons les qualités pour bien faire. Alors, dans les autres rencontres, dans le groupe de l'Espagne, la Slovaquie se déplace en Ukraine alors que le Luxembourg reçoit la Biélorussie. Dans le groupe E, l'Estonie accueille la Slovénie alors que Saint-Marin reçoit la Lituanie. Enfin, dans le groupe G, la Russie, le Monténégro et l'Autriche accueillent le Liechtenstein, la Moldavie et la Suède. Le mercato de football, c'est fini et pourtant les polémiques continuent. Depuis 3 ans, l'UEFA tente de réguler les échanges d'argent entre clubs, agents et joueurs. Michel Platini a fait du fair play financier son cheval de bataille, un principe qui force les grosses écuries à équilibrer leurs comptes pour éviter la flambée financière qui agite déjà le monde du ballon rond. Mais les présidents de clubs rechignent à appliquer ces nouvelles normes. Un bras de fer est engagé pour le bien du football ou pas. L'avenir le dira. Le point, c'est tout de suite avec Lise Barenbaum. La nouvelle en a surpris plus d'un dans le monde du football.
L'attaquant vedette de l'AS Monaco, Radamel Falcao, a été prêté à Manchester United. Le Colombien, recruté à prix d'or il y a à peine 1 an par le club du Rocher, rejoint les Red Devils pour 12 millions d'euros avec option d'achat à la fin de la saison. Un prêt de luxe alors qu'habituellement les clubs prestigieux préfèrent acheter leurs stars plutôt que profiter d'un prêt éphémère. Outre Manchester United, le Real Madrid ou le Milan AC se sont tous fait prêter des joueurs prestigieux cette année. Une technique qui permet de contourner les règles du fair play financier. Depuis 2011, l'UEFA, organisme qui pilote le foot européen, a décidé de forcer les clubs dépensiers et surendettés à assainir leurs finances. Les équipes dont les dépenses excèdent les recettes risquent des condamnations graves. Le PSG a par exemple écopé en mai d'une amende de 60 millions d'euros. Plus grave, le club parisien ne peut inscrire que 21 joueurs en Ligue des Champions, contre 25 pour ses concurrents. Pour le président du PSG, cette politique est injuste et n'équilibre pas les différences entre grands clubs et petites équipes. Pour moi, le fair play financier, la vérité, c'est pas juste. Parce que les bloquer le nouveau investisseur vient de la foot, aussi les protéger les grands clubs pour rester grands clubs, ou garder aussi les petits clubs. La plupart des managers de grandes équipes en Europe sont d'accord avec Nasser Al-Khelaifi. L'entraîneur de Chelsea, José Mourinho, a lui aussi dénoncé l'injustice du fair play financier dans la presse. Mais cette année, c'est bel et bien Manchester United qui pourrait être rattrapé par sa frénésie acheteuse et sa masse salariale démesurée. Avec 185 millions d'euros injectés sur le marché des transferts, le club anglais est dans la ligne de mire de l'UEFA. Le prêt de Falcao est un bon compromis. Sans débourser trop d'argent, Manchester a 1 an pour tester son poulain. Pour le président du PSG, l'objectif de l'UEFA ne va pas dans l'intérêt du sport. Pour lui, investir sur les joueurs n'est pas une façon de faire du business, mais simplement de solidifier son équipe. Pour nous, pour moi, on ne fait pas business ici avec Paris Saint-Germain. Vraiment, quand on achète les joueurs, on va acheter les joueurs pour vraiment croire de les joueurs, de la qualité de les joueurs. Le fair play financier n'est donc pas encore accepté par les grandes écuries du ballon rond qui tentent tout pour contourner les règles. Et malgré tout, les dirigeants du football militent pour un changement de politique pour 2014-2015. J'espère l'année prochaine l'UEFA changer le règlement parce que beaucoup de clubs les plantent de ce règlement. J'espère qu'on va trouver une solution pour l'année prochaine. À une époque où les achats de joueurs se chiffrent en dizaines de millions d'euros, l'UEFA et son président Michel Platini tentent un bras de fer face aux clubs multimillionnaires et vont devoir durcir leurs sanctions pour faire respecter leurs lois. Et la FIFA, c'était attendu et c'est maintenant officiel, Sepp Blatter se présentera bel et bien à sa propre succession à la tête de l'organisation alors que Michel Platini a quant à lui annoncé son retrait à cette élection. Il ne reste maintenant que le Français Jérôme Champagne pour essayer de battre Blatter. Et puis on s'envole à présent pour l'Espagne avec la suite de la Vuelta, 15e étape et victoire du cycliste polonais Nimiec avec un parcours compliqué de plus de 152 km entre Oviedo et Lagos. Sur le chemin, les cyclistes ont dû affronter une terrible montée de 12 km avant la ligne d'arrivée. Alberto Contador, qui a remporté la Vuelta 2 fois au cours de sa carrière, n'est que 3e au classement général. Le suspense continue avec la 16e étape de 160 km qui reliera San Martin del Rey à Lagos de Somiedo. Et on va parler maintenant moto, direction le Brésil, pour le Grand Prix de motocross qui s'est déroulé à Goiás. Et c'est Antonio Cairoli qui a été couronné champion. C'est un record puisque c'est la 8e fois de sa carrière. 10 ans après la première victoire en Grand Prix, l'Italien a encore brillé, même s'il n'a pas dominé l'ensemble de la course. Cette saison, le pilote est intouchable. Il a fini sur le podium 12 fois sur 15 courses auxquelles il a participé. Mais Cairoli a encore du chemin à faire pour égaler les 10 fois champion du monde de Stéphane Everts. Prochaine occasion, c'est le 14 septembre prochain pour le Grand Prix de Mexico. Et puis regardez ces images qui nous viennent du Portugal. Maximilian Buck et son coéquipier Maximilian Götz ont gagné la course de Banplan Sprint, série de Portimao pour l'écurie Mercedes. La 2e place va au Belge Lorenz Vantour avec Audi. Prochaine étape avec la course qui aura lieu en Allemagne le 21 septembre prochain. Le duo Götz-Buck pointe pour le moment en haut du tableau avec 116 points d'avance. Et puis on jette un coup d'œil au sport plutôt extrême. Regardez ça, ça se passe à Pékin. Il s'agit du sommet mondial de la course verticale en hôtel. Et oui, ça existe. Et le Polonais Piotr Lobodinski a remporté l'épreuve. 1000 coureurs étaient présents, dont 24 professionnels et sportifs ont grimpé
85 étages et 2041 marches pour atteindre le toit du building à 330 mètres d'altitude. Le vainqueur a mis 10 minutes et 41 secondes pour terminer. Avec à la clé un chèque de 1 500 $. Chez les femmes, c'est l'Australienne Suzy Walsham qui reste championne avec un temps record de 11 minutes et 50 secondes. Et on part à Taïwan maintenant avec ce tournoi de basketball qui réunit 32 finalistes venus de 23 pays différents. Ils sont affrontés sur un terrain plutôt original, celui de la prison de l'île de Samanassa, au-dessus de la côte taïwanaise. Les basketteurs ont joué la nuit devant une véritable foule qui est venue les applaudir. C'est le Turc Dinvank Dinler qui a été couronné roi du rocher en battant le Panaméen Orlando Ortega. 11-4 côté dames, la Russe Stanislava Fedotova a été sacrée face à la joueuse Ting Chenook venue de Hong Kong. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour encore plus d'émotions, de passion et de résultats. Restez avec nous sur i24 News car l'info continue.